Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La bande-annonce de Jurassic World Rebirth, Jurassic World Renaissance en France, est arrivée le mercredi 5 février et nous donne une petite idée de ce à quoi nous devons nous attendre dans ce film. Et ce n'est pas tout, car Vanity Fair a publié un article nous donnant quelques informations supplémentaires sur le dit film. Nous allons donc nous intéresser à tout cela aujourd'hui. Sur ce, débutons. Nous sommes dans un musée au sein duquel Martin Krebs, le représentant d'une entreprise pharmaceutique jouée par Rupert Friend, présente le docteur Henry Loomis à Zora Bennett. Au passage, nous connaissons désormais le nom de cette entreprise, étant donné qu'il a été aperçu dans le parc Universal Orlando. Il s'agit de Parker Genix, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais revenons à nos Triceratops. Ce qui nous marque surtout dans cette scène, c'est la présence d'une banderole « When Dinosaurs Ruled the Earth », quand les dinosaures régnaient sur la Terre, juste derrière le squelette d'un tyrannosaure. Un clin d'œil au premier film, et surtout à la dernière scène du tyrannosaure dans le dit film. Cette fois-ci aussi, cette banderole descend, mais c'est pour une toute autre raison. Ce musée est en train de fermer son exposition sur les dinosaures. David Koepp, le scénariste ayant travaillé sur les deux premiers films Jurassic Park et plus récemment sur le dernier Indiana Jones, a eu pour idée, je cite, que les dinosaures étaient désormais dépassés, les gens en avaient assez, ils étaient une nuisance. Les gens n'allaient plus dans les musées pour les voir ou dans les zoos, ils étaient juste un obstacle. Et le climat n'était pas propice à leur survie, alors ils commençaient à mourir et à tomber malades. Mais il y avait une zone autour de l'équateur qui avait le climat, la température et l'environnement parfait pour eux. En effet, c'est ce qu'on nous avait déjà dit dans le synopsis du film. 5 ans après les événements de Jurassic World le monde d'après, l'écologie de la planète s'est révélée largement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent vivent dans des environnements équatoriaux isolés, avec des climats ressemblant à celui dans lequel ils prospéraient autrefois. Mais reprenons notre analyse. Martin Krebs fait les présentations. Le docteur Henry Loomis ne comprenant pas de quoi parle Krebs, on en déduit que c'est à ce moment du film que ce dernier demandera au paléontologue de les accompagner pour mener à bien leur mission. On entend ensuite Martin Krebs dire « Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. » En effet, le synopsis nous en parlait déjà, les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux à l'humanité. Dans l'article de Vanity Fair, Frank Marshall, le producteur du film, affirme que ce serait un moyen de guérir les maladies cardiaques. Notez au passage que c'était ce que voulait faire Biosyn dans le monde d'après, en tout cas d'après les dires de Dodson. La société étudiait le système immunitaire des dinosaures en vue d'applications pharmaceutiques sans équivalent pour des domaines comme le cancer, Alzheimer, les maladies auto-immunes, etc. Le but étant de sauver des vies. Pendant que Krebs parle de cette avancée médicale, nous voyons Zora Bennett et Henry Loomis dans les hautes herbes avec 2 sauropodes à la queue très longue. Ce sont des titanosaures. Cette espèce fait donc sa première apparition dans ce film. Krebs affirme ensuite que tous les spécimens qu'il recherche sont réunis sur le même site isolé. La bande-annonce nous explique plus tard ce qu'est cet endroit, mais j'en parlerai à ce moment-là. On a un bref aperçu de Quetzalcoatlus et la scène au musée se poursuit. Nous voici ensuite dans un port dans lequel se trouvent Duncan Kincaid, Zora Bennett et Martin Krebs. Ce sera donc vraisemblablement la première scène dans laquelle Duncan apparaîtra. Profitons-en pour parler rapidement de ce personnage. L'acteur de Duncan, Mahershala Ali, affirme que son personnage est un type qui, à ce stade de sa vie, a choisi de vivre à l'écart. Il est au Suriname, un pays en Amérique du Sud, mais c'est quelqu'un qui a été un bon ami de Zora et qui est toujours prêt à l'aider quand elle en a besoin pour une opération secrète. C'est quelqu'un de joyeux, mais il a certainement vécu quelque chose de tragique dans sa vie. Dans l'ensemble, il a appris à vivre avec ses blessures et il tire le meilleur parti de la vie qu'il a. Son acteur espérait vraiment apporter quelque chose de spécial et de dynamique à ce personnage, lui apporter de l'énergie et du cœur. Duncan a l'occasion d'évoluer parce que les autres et lui sont en danger de mort. Il y a des gens autour d'eux qui meurent et cela leur permet de changer de perspective. Apparemment, il faut remonter par la Barbade, un micro-état dans les Caraïbes, pour accéder à l'île, et ce en prenant soin d'éviter les patrouilles, des patrouilles semble-t-il bien moins nombreuses qu'auparavant. Je suppose que c'est à cause des animaux, et plus précisément à cause des reptiles volants et marins, voire de certains dinosaures aquatiques que nous verrons plus tard. On découvre le bateau que l'équipe de Zora Bennett compte utiliser pour se rendre sur l'île, un bateau qui fait d'ailleurs partie des produits dérivés du film, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a aussi un bref aperçu de l'île, avec notamment une clôture électrifiée. Par la suite, nous avons un peu de lore sur cette île. Nous apprenons qu'elle abritait le centre de recherche de Jurassic Park, le premier apparemment. Il ne s'agit ni de Nublar, ni de Sorna. Il y avait donc une autre île sur laquelle InGen a mené des expériences. Et vous l'avez vu, c'est un peu le musée des horreurs. On voit notamment un vélociraptor avec 2 têtes. On nous rappelle ensuite qu'ils sont venus récupérer l'ADN des 3 plus gros dinosaures. Dinosaures entre guillemets bien entendu, puisqu'ils ont besoin de l'ADN des plus gros animaux de la terre, de la mer et du ciel. Et si l'on en croit l'un des produits dérivés du film, les 3 espèces les plus colossales de l'île seraient le titanosaure, le mosasaure et le Quetzalcoatlus. On voit d'ailleurs le plus grand du ciel, le Quetzalcoatlus, qui apparemment avait déjà été conçu par InGen à l'époque du premier parc, bien avant que Biosyn ne crée sa propre version. Dans ce cas-ci, l'équipe a prévu de prélever l'ADN sur un œuf, ce qui est bien moins dangereux que de tenter de le faire avec la version adulte.
S'ensuit une scène dans une sorte de temple dans lequel les reptiles volants ont fait leur nid. Ce passage a un petit côté Indiana Jones, et c'est voulu. En effet, Gareth Edwards a déclaré que le scénario original faisait simplement référence au nid dans une falaise. Le réalisateur avait l'impression que nous étions en Amérique centrale, et aime l'idée qu'il y ait eu une ancienne civilisation ici à un moment donné. Au lieu d'une grotte, il a choisi comme décor un vieux temple de style Inca qui avait été abandonné il y a des centaines de milliers d'années. Inévitablement, dès que vous faites cela, vous vous dites soudainement « c'est très Indiana Jones ». On nous précise au passage dans l'article que l'œuf a à peu près la même taille que l'idole dorée qu'on découvre au début des Aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones. Juste après, nous avons un meilleur aperçu du Quetzalcoatlus du film. Son apparence est très étrange, surtout quand on le compare à la version à plumes du monde d'après. Mais il y a une bonne raison à tout ceci, et elle concerne d'ailleurs tous les animaux de ce film. Ces dinosaures et autres animaux préhistoriques ont été considérés comme trop dangereux pour le premier parc, ont été laissés sur cette île et ont réussi à survivre tout ce temps. Le producteur du film, Frank Marshall, affirme que ce sont les dinosaures qui n'ont pas fonctionné, il y a des mutations. Ce qu'il faut donc en comprendre, c'est que les animaux de l'île sont tous des produits défectueux et ça se voit directement sur leur apparence pour certains. C'est notamment le cas pour le Quetzalcoatlus. On verra bien ce que ça donnera du côté des raptors, mais je pense que le raptor à 2 têtes annonce déjà la couleur. D'ailleurs, concernant les raptors, je pense savoir quelle anomalie pourrait avoir ces animaux. Je me suis replongé dans le making-of du premier film, et je suis surtout allé voir un passage précis de ce making-of. Jack Horner, le paléontologue consultant du film, et l'équipe de conception du dit film, souhaitaient balayer l'idée d'associer les reptiles aux dinosaures. Il fallait, je cite, montrer que les dinosaures avaient plus de parenté avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Cependant, dans une des scènes, celle de la cuisine avec les raptors, la langue de ces animaux sortait de leur gueule, comme le ferait un lézard ou un serpent. C'était une idée de Phil Tippett, le superviseur des effets visuels, et voici ce qu'il avait déclaré à ce sujet. Ils sont le résultat de mutations génétiques. Je pensais que le raptor sortirait sa langue. Quand Horner a vu les animations, il a eu une réaction très négative. Il a dit « Qui a eu cette idée stupide ?» Moi, Horner a alors dit « Non, il ne ferait jamais ça ». L'anecdote se conclut sur Jack Horner qui affirme, je cite, « On sait qu'il ne faisait pas ça. Si ça avait été laissé dans la scène, les efforts pour les rapprocher des oiseaux auraient été vains. » Je me demande donc si ce ne serait pas ça qui ferait des raptors du nouveau film des produits défectueux. Ce serait au passage un beau clin d'œil à cette anecdote du making-of du premier film. On sait d'ailleurs qu'InGen avait tenté de compléter le code génétique des raptors avec l'ADN des dendrobates, des grenouilles venimeuses, ce qui avait échoué. Donc il est tout à fait possible que la société ait tenté, dans un premier temps, de le faire avec un reptile, comme un serpent ou un lézard. Mais il y a pire que ça sur cette île. Voici ce qu'on obtient quand on laisse un tyrannosaure, un rancor de Star Wars et un xénomorphe d'Alien dans la même pièce. Je ne plaisante pas, ce sont ces 3 créatures qui ont servi d'inspiration pour créer ce monstre, ayant apparemment 4 bras, dont 2 semblables à ceux d'un T-Rex. D'ailleurs, je suppose que vous vous souvenez de l'image avec Duncan qui tient une fusée éclairante. Eh bien, nous savons désormais qu'elle lui servira à attirer l'attention du monstre. L'idée de mettre un mutant de ce genre dans ce film vient de David Koepp, qui s'est occupé du script. En revanche, Gareth Edwards serait à l'origine de l'apparence de cette créature. Apparemment, il l'a imaginé en combinant certaines de ses préférées. On a un bref aperçu du père Delgado et d'une de ses filles. Pour rappel, la famille Delgado va croiser la route de l'équipe de Zora, qui va recevoir le signal de détresse de leur bateau civil. Cette famille est composée d'un père nommé Robin, et de ses 3 enfants, 2 filles et un garçon, qu'on a notamment vu avec Henry Loomis, c'est lui qui disait « Me dis pas que c'est des raptors ». Le bateau de cette famille a été chaviré par des dinosaures aquatiques, on en reparlera plus tard. S'ensuit un enchaînement de scènes, dont une montrant les personnages en train de courir. À mon avis, ils tentent d'échapper aux raptors dans le laboratoire, ce qui serait au passage un clin d'œil au 3e film. On a aussi Zora dans un milieu exigu, peut-être des égouts, et qui tire sur quelque chose, vraisemblablement un animal de petite taille, au vu de la faible hauteur de cet espace. Donc peut-être un raptor ou un dilophosaure. Il est aussi possible que ce soit des Compsognathus, mais on ne sait pas s'il y en aura dans le film pour l'instant. En parlant du dilophosaure, en voici justement un qui déploie sa collerette. À première vue, mis à part la couleur de la dite collerette, cette version du dinosaure ressemble à celle que nous connaissons. Il s'apprête à s'en prendre à l'une des filles Delgado, celle jouée par Luna Blaise. Juste après, un tyrannosaure semble avoir été tiré d'un profond sommeil. Et qui est là justement le personnage joué par Luna Blaise. Revenons donc à la scène précédente et zoomons un peu sur l'image. On dirait qu'il y a une grosse forme dans l'herbe derrière l'humaine. Donc, à mon avis, le personnage joué par Luna Blaise va se rendre compte qu'un tyrannosaure dort profondément à côté d'elle et va faire en sorte de s'en éloigner discrètement. Malheureusement pour elle, c'est là qu'arriverait le dilophosaure qui déploierait sa collerette et produirait son cri habituel, ce qui réveillerait le tyrannosaure et nous amènerait à la scène suivante. Au passage, comme Chris Pugh en a fait part sur Twitter, ce tyrannosaure a un côté iguane. Regardez surtout la partie que j'ai entourée. Qui plus est, la manière dont il est couché rappelle celle d'un iguane. Regardez bien les pattes arrière.
Un autre détail plutôt intriguant, c'est que les produits dérivés ne mettent pas en avant ce tyrannosaure, mais un autre à la peau grise. On peut donc se demander s'il n'y en aurait pas un autre dans le film. Nous aurions alors 2 T-Rex, le marron jaunâtre et celui-là. Cela dit, comme vous le savez, il arrive que les produits dérivés ne respectent pas les couleurs des dinosaures présents dans les films. Revoilà ensuite notre Xenorancorex, mais cette fois-ci, il est enfermé avec un humain portant une combinaison, tandis qu'un autre lui fait face de l'autre côté de la vitre. Cette scène n'est pas sans rappeler la fin de Rogue One avec Dark Vador, et c'est très possible que ce soit voulu, étant donné que Gareth Edwards est aussi le réalisateur de Rogue One. On peut aussi y voir une référence à une des scènes du film Godzilla du réalisateur, celle dans laquelle Joe Brody, le personnage joué par Bryan Cranston, n'a d'autre choix que de condamner la seule issue qui aurait pu permettre à sa femme de s'en sortir si elle avait été assez rapide. On pourrait alors avoir une scène similaire où, pour je ne sais quelle raison, ces personnages seraient contraints d'entrer dans l'enclos de la bête, c'est ce qu'il s'est d'ailleurs passé dans Jurassic World avec l'Indominus, et seul l'un des 2 personnages aurait le temps de s'en sortir, condamnant dans le même temps son collègue qui n'aurait pas été assez rapide. Il est aussi possible qu'un seul des 2 y entre, tandis que l'autre ne voudrait pas prendre le risque de laisser sortir son collègue, la bête étant sur ses talons. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à m'en faire part. Quoi qu'il en soit, on peut noter que le Xenorancorex est plus petit que dans les autres scènes, et surtout qu'il est dans un laboratoire, donc on peut s'attendre à ce que ce passage soit un flashback. Peut-être même que ce sera le début du film. Jurassic World débute avec la naissance des 2 Indominus Rex, et Fallen Kingdom avec les origines de l'Indoraptor, quand les mercenaires des Mills vont récupérer une partie du squelette de l'Indominus. Donc ce ne serait pas très étonnant que le nouveau film commence avec InGen qui fait des expériences sur le Xenorancor. Nous retrouvons juste après le tyrannosaure qui s'attaque au père Delgado dans une rivière, ce qui doit rappeler à certains d'entre vous la scène de la rivière du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Ça tombe bien, c'est voulu. Tout récemment, j'ai d'ailleurs partagé l'information dans l'onglet post de la chaîne, David Koepp nous avait dit qu'il avait inclus une scène du premier roman dans ce film. Vous avez été nombreux à dire qu'il pourrait s'agir de la scène de la rivière, et c'est désormais confirmé. Lors de ce passage du roman, Alan Grant et les 2 enfants, Tim et Lex Murphy, tentent d'échapper au tyrannosaure à bord d'un canot. Au passage, il convient de préciser qu'il s'agit de l'adulte, et étant donné qu'il y a 2 tyrannosaures dans le roman, un adulte et un jeune. Le jeune quant à lui fait une brève apparition, pendant que Grant et les enfants sont sur la rivière pour chasser par l'adulte. Mais c'est tout. Notez aussi que, comme semble-t-il celui du nouveau film, le tyrannosaure adulte du roman était en train de dormir avant d'être réveillé par un accès de toux de Lex. Et à un moment donné, Alan et les enfants croisaient 2 dilophosaures tandis qu'ils étaient dans leur canot, donc c'est probablement pour ça qu'il y a un cracheur à ce moment-là du film. Ce serait encore un clin d'œil au roman. On a un bref passage avec Henry Loomis, l'occasion pour moi de parler un peu plus de ce personnage. Contrairement aux autres, il n'est pas prêt à se battre, ce qui le met en danger sur une île de dinosaures. Il est peut-être un peu trop fasciné par eux, et peut-être pas assez sur ses gardes, tandis qu'il aide l'équipe à mettre la main sur le matériel génétique des dinosaures. Jonathan Bailey, qui joue le dit personnage, affirme que ses points forts sont sa compassion, son enthousiasme et son amour de la nature. C'est ce qui fait son génie, et c'est aussi ce qui peut lui être néfaste. Plus intéressant, Bailey affirme qu'Henry Loomis aurait un lien avec Alan Grant, la nature de ce lien n'étant pas précisée. Il faudra probablement attendre la sortie du film pour le découvrir. En parlant de lien, la bande-annonce s'achève sur une scène plutôt surprenante, dans laquelle nous voyons le bateau de l'équipe de Zora encerclé par 3 spinosaures et un mosasaure. Plus surprenant encore, selon le docteur Loomis, ces 3 spinosaures aident le mosasaure et défendent ensemble leur territoire. Il y aurait donc une sorte de relation symbiotique entre ces 2 espèces. Je fais une petite parenthèse. Le fait qu'InGen ait déjà créé un mosasaure à l'époque de Jurassic Park n'est pas logique, étant donné que ce n'est que le 25 août 2000 que des chercheurs d'InGen ont découvert des fragments d'ADN sur un spécimen de mosasaure récemment découvert, tandis qu'ils testaient un prototype d'analyseur de fer. Et c'est seulement après ça que le docteur Henry Wu s'est dit que c'était le seul moyen de recréer des organismes aquatiques sans extraire le sang de moustiques piégés dans l'ambre. InGen n'aurait donc pas pu en créer un à l'époque où ils travaillaient encore dans leur laboratoire de recherche. Cela dit, contrairement à la plupart des autres animaux, il est physiquement plutôt réussi pour un spécimen raté et n'a pas l'air de présenter la moindre anomalie. Donc peut-être tout simplement que ce mosasaure ne vient pas de cette île, mais d'un autre endroit. Une autre société aurait pu le fabriquer après les événements du 5e film et qu'il a juste migré vers la dite île. Ça nous permettrait d'éviter une belle incohérence, même si je n'y crois pas trop. Revenons maintenant à nos spinosaures. Philippine Velge, qui joue un des mercenaires de l'équipe de Zora, manque de se faire boulotter, et peut-être que ce sera vraiment le cas lors de cette scène. En tout cas, en raison de la présence de la famille Delgado à bord du bateau de l'équipe de Zora, je pense que cette scène se déroule vers le début du film, quand la dite équipe va sauver la famille dont le bateau a été chaviré par des, entre guillemets, dinosaures aquatiques, et donc apparemment, tout ça a été causé par des spinosaures et un mosasaure qui ont l'air bien décidés à s'en prendre aussi au bateau de l'équipe de Zora. Il reste à savoir maintenant s'il y aura déjà des morts à ce moment-là du film.
Et c'est là-dessus que se conclut la bande-annonce et notre analyse de celle-ci. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis la concernant, et si vous avez des théories, n'hésitez pas également à m'en faire part. Bien entendu, vous pouvez aussi partager vos attentes, vos craintes, dire quelles espèces vous aimeriez voir dans ce film, etc. etc. C'est avec plaisir que je discuterai de tout ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, les dinos c'est bien assez waouh.